Bonjour. Alors je vais revenir sur ce que disait un petit peu Joël. On consomme 216 œufs par an et par habitant en France. 60% de ces œufs, vous vous rendez compte que vous les consommez, puisque c'est des œufs coquilles. Par contre, le reste, on ne sait pas trop d'où ça vient. 40% des œufs, en fait, c'est des ovoproduits. Ça veut dire que c'est des œufs que l'industrie agroalimentaire intègre dans les aliments. Pour faire des pâtisseries, on va mettre du jaune d'œuf, liquide ou en poudre, par exemple. C'est de ça dont je vais vous parler maintenant, et on va parler plus précisément de la qualité de ces ovoproduits. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ovoproduit? On va retrouver deux grandes catégories. La première catégorie, les ovoproduits de première transformation, ceux-là, vous ne les voyez jamais. C'est ceux que l'industrie agroalimentaire utilise, ou la restauration hors domicile. Majoritairement, l'œuf liquide. L'œuf liquide qui va se retrouver sous différents conditionnements. L'œuf en poudre que vous avez ici, des œufs surgelés, et après, marginalement, quelques catégories. Ici, on va avoir de l'œuf en spray pour les viennoiseries, pour les pâtisseries. L'œuf, cette catégorie d'ovoproduits, ça représente 93% de la production française, donc une grande majorité. Les ovoproduits que vous avez peut-être déjà vus, ils sont dans la deuxième catégorie. Pardon. Cette deuxième catégorie, elle va représenter des œufs cuits, des œufs préparés. Les plus fréquents, ce sont ces œufs-là, les œufs durs écalés, c'est-à-dire des œufs durs dont on a enlevé la coquille. Ça, on va le retrouver en restauration hors domicile, à la cantine de l'entreprise, à la cantine de l'université. Les œufs sur les salades, souvent c'est ça. Après, on a d'autres types un petit peu plus marginaux, des œufs au plat, des omelettes, des œufs mollets, et le fameux œuf en barre dont je vous reparlerai tout à l'heure. À quoi ça sert d'avoir des ovoproduits? Quel est l'intérêt? Alors, il y en a plein des intérêts. Premier intérêt, on allonge la durée de vie du produit. L'industrie agroalimentaire, ça a été son job, allonger la durée de vie des produits, par la stérilisation, par le séchage. Ici, on va conserver un œuf en poudre 12 mois, alors qu'un œuf, traditionnellement, c'est 28 jours. On va aussi avoir un gain de préparation. Vous imaginez une cantine scolaire qui doit, pour le repas de midi, faire 800 œufs pour les élèves. Ça prend du temps de les faire cuire et surtout de les éplucher. On achète des œufs déjà écalés, déjà cuits, déjà écalés, on gagne du temps. On a moins de risques sanitaires avec les ovoproduits. Autour des œufs, on a un gros risque au niveau des salmonelloses notamment et de toutes les toxi-infections agroalimentaires. Quand on a des ovoproduits, la plupart sont pasteurisés, donc on a appliqué un traitement thermique qui permet de se débarrasser d'une partie des micro-organismes. En plus, quand on utilise des ovoproduits, on évite de faire rentrer dans les ateliers de fabrication des coquilles. Or, la coquille, évidemment, c'est l'élément le plus contaminé de l'œuf. On améliore aussi, par certains procédés, les propriétés technofonctionnelles des œufs. Et notamment, on peut rendre le blanc de l'œuf plus moussant ou plus gélifiant. On peut rendre le jaune de l'œuf plus émulsifiant, ce dont vous parlait Joël tout à l'heure. Et dernière chose qui est très importante, c'est qu'on va valoriser des œufs qui sont normalement déclassés, c'est-à-dire qui seraient destinés finalement à être jetés. On va utiliser les œufs de catégorie B, dont Joël parlait tout à l'heure. En fait, ça va être les œufs qui vont être trop gros ou trop petits, donc en début de ponte ou en fin de ponte pour une poule. Des œufs qui vont être sales, des œufs qui vont être fêlés, ou des œufs qui vont avoir des défauts d'aspect. Ici, vous avez une photo qui vous montre le type de défaut qu'on peut retrouver sur certains œufs. Les seuls qui ne seront pas utilisés, et ceux-là, on ne va pas pouvoir en faire grand-chose, c'est des œufs qui ont été couvés, des œufs qui ont été déjà cuits, ou des œufs qui sont trop cassés pour être utilisés. On ne peut pas parler de qualité de l'ovoproduit sans parler de la qualité sanitaire de l'œuf. Alors, je vais passer rapidement là-dessus parce que Joël en a déjà beaucoup parlé, mais juste quelques mots. Ici, vous avez quelques exemples de bactéries qui vont être responsables de toxi-infections alimentaires. Toutes ces bactéries, alors c'est des exemples, il y en a beaucoup d'autres, je vous ai mis les principales. Toutes ces bactéries, elles vont donner le même genre de symptômes. Des symptômes de type gastro-entérite, des diarrhées, des maux de ventre, des vomissements, etc. Donc évidemment, c'est des bactéries dont il va falloir se débarrasser. Les salmonelles, les Escherichia coli, des bactéries intestinales qui sont bien connues. Campylobacter jejuni, qui est une bactérie qu'on va retrouver dans les élevages de volailles, potentiellement dans la viande. Les staphylocoques dorés que vous connaissez peut-être, c'est des bactéries qu'on a tous sur la peau, qui sont normalement non problématiques, jusqu'à ce qu'elles tombent dans une situation où elles deviennent problématiques, par exemple pour des personnes qui sont un peu immunodéprimées, des jeunes enfants, des personnes âgées, etc. Et la Listeria monocytogenes, alors celle-là, on la connaît surtout dans le monde des produits laitiers. C'est elle qui est responsable de contamination de fromage, de contamination de lait, parce qu'en fait, elle a une particularité, c'est qu'elle sait se développer à la température de votre frigo, à 4 degrés.
Or, les autres bactéries ont du mal à faire ça. Donc, on la retrouve aussi assez fréquemment. L'œuf n'est pas destiné à être mangé par un être humain, mais à développer un embryon, donc il a des défenses, dont vous a parlé Joël tout à l'heure. Les défenses de l'œuf, elles sont de plusieurs types, rapidement, déjà physiques, hein. Joël nous l'a bien décrit, donc je vais vite. La cuticule, qui est un film imperméable, mais qui va avoir tendance à se dégrader avec le temps. La barrière de la coquille, qui est une barrière physique vraiment visible, et la membrane coquillaire, qui est juste en dessous de la coquille, qui est un réseau de fibres protéiques suffisamment enchevêtré pour empêcher les micro-organismes de passer. En plus de ça, on a une protection chimique qui va être liée aux composés antimicrobiens. Ces composés antimicrobiens, on les retrouve dans tous les compartiments de l'œuf. C'est des molécules qui vont aller s'attaquer directement aux micro-organismes pour les empêcher de se développer, voire pour les détruire. On a la spécialité du blanc qui, en plus de contenir beaucoup de composés antimicrobiens, présente un milieu alcalin, un milieu basique, légèrement basique, ce qui est très défavorable au développement des micro-organismes. En prenant tout ça en compte, l'industriel qui veut faire des ovoproduits, finalement, il va détruire ce système-là. Il va détruire ce système de défense naturelle. Donc il est obligé derrière d'appliquer des traitements qui vont permettre de compenser ça. On va voir quelques ovoproduits ensemble, et je vais vous parler justement des différentes modifications de la qualité sanitaire des ovoproduits. On va commencer avec l'œuf liquide, hein, qui est le plus fréquent. Alors vous avez à gauche le procédé de fabrication simplifié de l'œuf liquide. La première étape, ça va être le lavage. Alors le lavage, il est interdit pour les œufs de table, comme vous l'a dit Joël. Par contre, il va être autorisé pour les ovoproduits. La seule condition, c'est que l'œuf, une fois qu'il est cassé, et une fois qu'il est lavé, il doit être cassé tout de suite après. C'est très peu fait en France, c'est un petit peu fait en Europe et c'est beaucoup fait aux États-Unis. En France, on ne le fait pas, parce qu'effectivement, on est moins hygiéniste, parce que ça coûte cher, parce qu'après, il faut nettoyer l'eau, tout simplement, il faut traiter l'eau, et parce qu'en plus, ça n'a pas été vraiment prouvé que nettoyer une coquille d'œuf, c'est mieux une fois qu'il y a une pasteurisation derrière. Donc comme on a tendance à pasteuriser la plupart des ovoproduits, finalement, il y a peu d'intérêt. Donc on oublie cette étape. En France, c'était très très peu fait. L'étape du cassage. Alors l'étape du cassage, elle est un petit peu compliquée et surtout, c'est là qu'on a le plus gros risque. Pour casser un œuf, on va le maintenir, appliquer un couteau dessus, venir séparer délicatement les deux morceaux de la coquille et récupérer dans des compartiments différents le jaune et le blanc. L'objectif ici, c'est de ne jamais faire rentrer en contact le jaune avec le blanc, pour plusieurs raisons. Première raison, elle va être liée aux propriétés technofonctionnelles des ovoproduits. Si on met du jaune dans du blanc, on diminue les propriétés moussantes. Ça, en fait, vous le savez tous si vous faites des gâteaux à la maison. Vous savez qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait un petit peu de jaune dans le blanc parce que ça fonctionne moins bien. Après, on a aussi évidemment un enjeu sanitaire là-dessus. Dès qu'on a un petit peu de jaune dans le blanc, on augmente le risque de développement microbien. Tout simplement parce que le jaune va amener des éléments qu'il n'y avait pas dans le blanc, et notamment du fer et des nutriments en plus. Donc quand on casse un œuf, on doit le casser en faisant bien attention à séparer le jaune du blanc. Et on doit aussi faire bien attention à ne pas laisser de morceaux de coquille, d'où l'étape de filtration qui vient après. La coquille, on a dit que c'était l'élément le plus contaminé de l'œuf. Une fois qu'on a cassé l'œuf, on risque toujours d'avoir des petits morceaux de coquille qui passent dans le produit. Donc on a une filtration pour éviter ça. Et cette filtration, elle doit se faire rapidement. Les filtres doivent être nettoyés régulièrement pour limiter le temps de séjour entre l'aliment et les potentiels micro-organismes. L'étape d'après, c'est la pasteurisation. Alors, quand on parle de pasteurisation dans le monde de l'agroalimentaire, on parle de barèmes de température qui vont être situés entre 65 et 90 degrés. Pour un œuf, on ne peut pas vraiment faire ça. Tout simplement parce qu'en fait, l'œuf, il va avoir une température de coagulation, c'est-à-dire de cuisson, qui va être plus basse que les barèmes. Le blanc de l'œuf, il commence à cuire à 57 degrés. Le jaune à 65 degrés. Donc finalement, on a été obligé d'adapter les barèmes de pasteurisation pour les produits, les ovoproduits liquides. Donc on va utiliser des barèmes qui sont légèrement en dessous des barèmes standards, mais qui vont avoir une efficacité sensiblement équivalente. Quand on fait une pasteurisation, on diminue un petit peu les propriétés moussantes du blanc de l'œuf. Donc c'est à prendre en compte pour un industriel et surtout pour quelqu'un qui veut ensuite utiliser le produit. L'objectif de la pasteurisation, c'est de se débarrasser des micro-organismes. Mais attention, la pasteurisation ne permet pas de tout détruire. On détruit les salmonelles, on détruit les listeria, mais on ne va pas détruire une forme du micro-organisme qui s'appelle la forme sporulée, qui est en fait la capsule de survie du micro-organisme.
Un micro-organisme, quand il est dans des conditions favorables, tout va bien pour lui, il se multiplie. Quand les conditions deviennent défavorables, il y a moins de nutriments, il y a moins d'eau, alors il va fabriquer une capsule de survie. C'est une petite capsule dans laquelle il va rentrer son matériel génétique, qui va pouvoir survivre à des températures plus fortes. Pour détruire une spore, il faut monter au-dessus de 100 degrés. Donc vous voyez que dans ce cas-là, on n'y est pas du tout. Et en fait, quand les conditions reviendront favorables, la spore donnera une nouvelle bactérie qui pourra se développer. Donc, on a un produit liquide qui est à haut risque, surtout le jaune, qui contient encore potentiellement des spores de bactéries, et la pasteurisation ne les a pas détruites. Du coup, les produits liquides, les produits pasteurisés, ils doivent toujours être conservés à des températures maximum 4 degrés. Comme un peu tous les produits pasteurisés que vous trouvez dans le commerce. Le lait pasteurisé, vous le trouvez au rayon frais toujours. Il y a systématiquement derrière une deuxième technologie appliquée à la première, à la pasteurisation. Donc ça, c'est pour l'œuf liquide. Maintenant, on va parler un petit peu de l'œuf en poudre. Voilà le procédé de fabrication. Vous voyez qu'au début, ça se passe un petit peu de la même manière. En fait, on fait un œuf liquide. On casse, on filtre. Pour le jaune et pour l'entier, on pasteurise. Pour le blanc, on va avoir un système un peu différent. Je reviendrai là-dessus juste après. On a tendance à sécher plus de blanc que de jaune, pour plusieurs raisons. Déjà, le ratio blanc-jaune dans un œuf, il est toujours différent, donc on a plus de blanc en matière. Et en plus, le blanc, il va être plus facilement transportable et plus longtemps conservable en cuve réfrigérée, puisqu'il est il y a moins de risques sanitaires avec le blanc, grâce aux composés antimicrobiens qu'il contient. Avant de faire le séchage, on va faire ce qu'on appelle une concentration. C'est souvent ça pour les produits séchés. C'est pareil pour le lait. On concentre parce qu'en fait, concentrer, ça coûte moins cher en énergie que de sécher. Pour concentrer, on va utiliser des techniques membranaires, on va utiliser des filtres qui vont avoir des pores très très petits. C'est-à-dire, ils vont être suffisamment petits pour laisser passer l'eau, mais pour conserver le reste. On enlève donc une partie de l'eau comme ça. Avant le séchage, on peut faire aussi ce qu'on appelle un désucrage ou un déglucosage du blanc. En fait, on va juste enlever le sucre qui est présent dans le blanc. Le sucre, c'est une molécule qui va pouvoir réagir avec les protéines qu'on va trouver dans l'aliment quand il y a de la chaleur. Et ça donne lieu à une réaction qui s'appelle la réaction de Maillard, qu'en fait vous connaissez tous parce que c'est ce qui se passe quand vous faites cuire un gâteau, quand vous faites griller votre steak. On va avoir une couleur qui va se former, votre steak va brunir et il va prendre des nouveaux arômes. Donc ça, quand vous faites un gâteau à la maison, vous avez envie que ça se passe. Sauf que là, on imagine notre poudre de blanc d'œuf qui devient marron et qui change de goût. C'est pas du tout ce qui est recherché par l'industrie. Donc pour éviter ça, on enlève le sucre, comme ça il n'y a plus de problème. Si on parle du séchage maintenant à proprement parler. Alors, pour ce séchage, on va utiliser une technique, la plupart du temps, c'est la plus utilisée, qui s'appelle l'atomisation. C'est une technique qui est assez simple et qui est appliquée aussi sur le lait, par exemple. On a une chambre d'atomisation, un espace clos, dans lequel on va envoyer de l'air qu'on aura réchauffé. En parallèle de cet air, on pulvérise l'œuf liquide sous forme de micro-gouttelettes. Ici, vous avez une photo de bus de pulvérisation et des micro-gouttelettes. Ces micro-gouttelettes, elles vont rentrer en contact directement avec l'air chaud. En contact avec l'air chaud, elles vont sécher instantanément. Donc très rapidement, sans monter en température, on sèche l'œuf liquide comme ça. À la suite de ça, vous voyez qu'il y a un tapis convoyeur en dessous, donc la poudre va tomber sur le tapis convoyeur et l'air va être récupéré, l'air humide va être récupéré par des filtres manchons qui permettent en fait juste d'aspirer l'air et de laisser la poudre à l'intérieur. Puis la poudre va être récupérée et conditionnée. Donc conditionné immédiatement pour le jaune et l'entier. Et pour le blanc, on va avoir une étape supplémentaire qui va être l'étape d'étuvage, dont je vous parlerai après. Ce séchage, ça a un gros intérêt sur l'aliment en termes sanitaires. Quand on sèche un produit, on enlève de l'eau, tout simple. Dans l'aliment, on distingue deux types d'eau. De l'eau qui va être liée, c'est-à-dire accrochée aux glucides et aux protéines de l'aliment, et de l'eau qui va être libre. Et c'est cette eau libre qui pose problème. Parce qu'en fait, du coup, c'est de l'eau qui est disponible pour des réactions chimiques, et aussi pour les micro-organismes. Les micro-organismes, ils ont besoin d'eau pour se développer. S'il y a de l'eau disponible pour les micro-organismes, alors il peut y avoir une multiplication des micro-organismes. Quand on sèche, on enlève suffisamment d'eau pour qu'il n'y ait pas ce problème-là. L'eau libre, on va la caractériser par une grandeur qui s'appelle l'activité de l'eau, ou la W. La W dans un aliment, ça va de 0 à 1. 0, c'est qu'il n'y a pas d'eau du tout.
ni eau libre ni eau liée, et 1, c'est un verre d'eau, il n'y a que de l'eau libre. On sait qu'une bactérie, elle peut plus se développer si la W elle est inférieure à 0,9. Une levure, une moisissure, il faut que la W soit inférieure à 0,6. L'œuf naturel, l'œuf normal, il est à une AW très très proche de 1. Quand on le sèche, on passe à des AW qui sont proches de 0,2. Donc en termes microbiens, ici, on limite les risques en séchant. Autre avantage de ce type de séchage, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tellement rapide, c'est tellement instantané que le produit ne chauffe pas. Si le produit ne chauffe pas, on ne dégrade pas ses qualités, notamment ses qualités organoleptiques. Une fois qu'on a fait un séchage, on va passer à l'étuvage pour le blanc de l'œuf. L'objectif de l'étuvage, c'est de détruire les micro-organismes, puisqu'ici on a un blanc dans lequel on a des micro-organismes potentiels. On les détruit exactement comme la pasteurisation, mais on ne détruit pas les sporulés, comme tout à l'heure. Sauf qu'en fait, ce n'est pas très grave, puisque la W, elle est basse. Donc les sporulés ne pourront pas se développer. L'étuvage, il va se passer de la manière suivante. Soit on étuve la poudre dans un emballage, on va mettre les emballages dans une étuve, un grand four si vous voulez, on monte la température et on le laisse pendant plusieurs jours. On peut aussi faire ça avec la poudre, pas dans un emballage, en vrac, dans un mélangeur conique par exemple. On va avoir un bras qui va venir brasser la poudre à l'intérieur. On chauffe pendant quelques heures. Intérêt de cette étape d'étuvage par rapport à la pasteurisation, je vous ai dit que la pasteurisation, ça détruisait certaines capacités moussantes de l'œuf. Ici, au contraire, ça va avoir tendance à améliorer les propriétés moussantes et aussi les propriétés gélifiantes de la poudre de blanc d'œuf. Donc là, c'est un intérêt pour les industriels et pour la restauration hors domicile. Alors, voyons maintenant deux produits de seconde transformation. On commence par l'œuf écalé, qui représente 80% des produits de seconde transformation, produits en France. On fait un peu comme à la maison pour faire un œuf écalé. C'est-à-dire qu'on va le faire cuire dans des bains où on chauffe l'eau. La seule différence, c'est qu'on va commencer par fragiliser la coquille. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé à tous de mettre un œuf dans une casserole d'eau bouillante et qu'il explose. Bon, si on fait ça en industrie, on a beaucoup trop de pertes. Donc pour éviter ça, on vient percer la coquille avec une petite aiguille par exemple, ou alors on va lâcher l'œuf d'une petite hauteur pour que la coquille se fragilise. On évite comme ça que l'œuf explose. Ensuite, on le fait cuire 95-100 degrés, pendant 13 à 20 minutes, un peu comme vous faites à la maison. On le refroidit et on les cale. Ici, on ne va pas les caler manuellement, on va les caler en le coinçant entre deux plaques métalliques par friction. Tout à l'heure, Joël nous a dit qu'il fallait mieux faire des œufs durs avec des œufs non frais. Donc l'industriel prend vraiment ça en compte pour éviter d'avoir des difficultés au moment de l'écalage, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, l'œuf, on le met dans une saumure, c'est-à-dire une eau salée. On peut y rajouter des agents antifongiques pour éviter le développement de moisissures. On peut aussi le conserver sous atmosphère protectrice. Ça veut juste dire qu'on enlève l'air, l'oxygène, et qu'on met un autre gaz à la place, de l'azote par exemple. C'est le cas des salades en sachet que vous trouvez dans les supermarchés, c'est la même chose. On peut faire aussi une petite chose particulière. Vous avez peut-être déjà vu un liseré noir se former entre le jaune et le blanc de l'œuf pendant la cuisson. En fait, c'est une réaction qui est naturelle, qui est normale. On peut éviter ça en mettant l'œuf dur écalé dans un bain légèrement acide pour se débarrasser du fer qui est responsable de cette réaction. Et je vais terminer avec les ovoproduits en vous parlant juste un tout petit peu de l'œuf en barre, qui est un produit assez mystérieux pour tout le monde, puisqu'on ne le voit pas souvent, nous, à l'état de barre. Par contre, on le voit souvent, en fait, sans le savoir, dans la restauration hors domicile, dans les cantines. Ça a été inventé, ce truc-là, pour optimiser le ratio jaune-blanc dans un œuf. Vous imaginez un œuf dur, on le découpe, il y a des tranches où il n'y a que du blanc. Bon, ça, c'est inadmissible pour l'industrie agroalimentaire. Donc, on va fabriquer des œufs où il n'y a pas ce problème-là. C'est une méthode de fabrication qui est assez simple. On va utiliser un moule annulaire. Alors, vous voyez peut-être pas très bien ici. On a un moule annulaire dans lequel on va couler du blanc d'œuf. Alors, on peut rajouter plein de choses dans ce blanc d'œuf. Les additifs qu'on veut, évidemment. Des antifongiques, des antimicrobiens. On fait pré-cuire ce blanc d'œuf. Une fois qu'on l'a fait pré-cuire, on retire le tuyau qui est au milieu, en fait, le tube qui est au milieu, et on coule le jaune. On refait cuire et on récupère nos œufs en barre. Ensuite, cet œuf en barre, il va être soit congelé, soit conservé dans une saumure. Il va être vendu entier ou tranché. On peut déjà l'acheter pré-tranché. Donc là, on est sur la praticité à son absolu pour la restauration hors domicile de l'ovoproduit.
Voilà, c'était juste quelques mots. Sachez que ça, on le fait surtout en France. Ça se fait assez peu ailleurs. Pour conclure sur cet exposé, on a vu que les technologies qui étaient appliquées aux ovoproduits, elles avaient un impact sur les propriétés de l'ovoproduit, et donc potentiellement, ça pouvait guider le choix de l'industriel. Un industriel qui veut fabriquer un produit à base de blanc d'œuf et faire une mousse, il peut avoir le choix de prendre un œuf en poudre qui va lui permettre d'avoir une mousse bien plus dense, une mousse bien plus épaisse. Dans la restauration hors domicile, et là je parle des restaurants mais aussi des cantines scolaires, on a le droit d'utiliser des œufs coquilles. Ça, c'est quelque chose que les gens ne pensent pas forcément. On a le droit d'utiliser des œufs coquilles. Mais on va avoir tendance à utiliser des ovoproduits, surtout dans le cas des produits qu'on va consommer crus, des mayonnaises par exemple. Et d'autant plus si on se situe sur un segment de population fragile, des personnes âgées, des enfants, etc., dans les milieux hospitaliers. Alors depuis déjà quelques années, on a développé des méthodologies pour éviter les contaminations, notamment les normes HACCP, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et ce qu'on appelle aussi les bonnes pratiques d'hygiène. Ces bonnes pratiques d'hygiène, c'est du bon sens appliqué à l'industrie. Et ça va permettre d'utiliser des œufs coquilles potentiellement sans avoir vraiment de risque. Et pour terminer, un des enjeux industriels en cours en ce moment, autour des ovoproduits, c'est finalement de maîtriser les traitements thermiques qu'on applique. Les traitements, pardon, pas que thermiques, mais les traitements qu'on applique. Optimiser ce qui est bien, par exemple avoir un blanc plus moussant, et éviter d'avoir des dégradations de qualité technofonctionnelle du produit. Je vous remercie.